Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette avant-dernière séance de la législature. S'il vous plaît. Et je laisse la parole au directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau les projets de résolution qui vous ont été communiqués via le portail du Conseil provincial. Merci, Monsieur le directeur général. Sont excusés pour cette séance Guirec Alflans, Brigitte Pétré, Delphine Guelf. Y a-t-il d'autres excusés? Michel Jacquet. Voilà. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, je voudrais féliciter les élus communaux et provinciaux, membres de notre Assemblée générale qui se sont présentés aux dernières élections. Je leur souhaite déjà plein succès dans l'exercice de leurs fonctions futures. Je voudrais également profiter de l'occasion, puisque Elisabeth est justement devant vous, pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Voilà. Oui. Voilà. Il n'y a pas, s'il vous plaît, il n'y a pas de questions orales ni d'actualité ce jour. Nous pouvons donc passer à notre ordre du jour, en commençant par l'appel nominal par vote électronique. Fermeture, merci. Au niveau des désignations, il n'y en a pas. Et nous passons tout de suite au point 2B, les points où on vous demande un mandat impératif pour les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'Essetia Finances. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Même exercice pour l'intercommunal IMIO. Pas de questions, donc vote impératif. Votons. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Alors, nous avons ensuite la proposition de modifier les désignations des receveurs spéciaux dans les services et institutions de la province. Donc, c'est annuellement, c'est la même. Vous avez reçu la liste des propositions. Y a-t-il des demandes de parole sur cette proposition? Passons au vote. Oui, pardon, excuse-moi. Désolé. Je vais un peu vite. Oui, Dominique. Merci, Président. Bonjour à tous. Je ne voyais pas ta demande de parole. Donc, je sais pas s'il y a un problème là. Disparaître, effectivement. Bon, enfin, c'est pas grave. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Président. Donc, en fait, j'ai lu le document et je constate que dans le document, on explique qu'il y a certains postes pour lesquels il y avait un départ à la retraite. Et puis ici, on pourvoit ces remplacements. Et donc, je me pose la question, mais qui n'a peut-être pas de sens, de la raison pour laquelle on n'a pas anticipé ces départs à la retraite ou s'il y a eu une redistribution des tâches à ce niveau-là. Voilà. Ce ne sont pas des engagements ou des remplacements de personnes qui sont engagées comme ça je sais. Ah oui, ok. Et donc ta question est maintenue malgré ça?
Parce que ça veut dire que la tâche de receveur dans l'institution dans laquelle la personne est désignée, elle est vraiment effectuée jusqu'au moment où la personne part. Qu'elle ait collé quelqu'un en interne ou qu'il y ait même quelqu'un en backup qui le faisait peut-être avec elle, ça ne nécessite pas de désignation officielle, mais ça permet à la personne après d'être désignée receveur quand l'autre est absente. Oui, ce sont des glissements. Et les services de la direction financière sont évidemment aussi là en appui des agences si au quotidien ils ont une question par rapport à un bon de commande ou à une procédure qui est liée à la vie de l'institution en question. Donc ça ne nécessite pas une anticipation de 6 mois pour ce genre de désignation. Et ici, parfois on prend acte de glissement interne de la mission qui, comme tu l'as très bien expliqué, n'ont rien à voir avec des désignations Oui, c'est la mission qu'un agent a, mais il n'est pas engagé pour ça. On est d'accord que c'est parce qu'il est agent dans l'institution qu'il a une mission liée aux finances. Oui, ça va, j'ai compris. Merci Coralie. Je t'en prie, Dominique. Pas d'autres demandes de parole? Bien. Poursuivons le vote. Fermeture des votes, unanimité sur la proposition, je vous remercie. Modification budgétaire, Coralie. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je me sers juste un verre d'eau avant de démarrer. Vous dire que cette modification budgétaire numéro 3 qui arrive en période d'affaires prudentes ou même d'affaires courantes n'amène pas à de nouveaux dossiers stratégiques ou de nouveaux projets évidemment à financer. Ce sont dans des lignes qui existaient précédemment dans notre budget que des modifications ont lieu, soit en recettes, soit en dépenses. Je pense notamment au mouvement que nous avons par rapport aux contributions avec la zone de secours, un autre dossier dont nous avons déjà parlé aussi par rapport à la locomobile. Un montant, par contre, qui est lui plus important, vise à actualiser l'estimation donnée par la région Wallonne au niveau des centimes additionnels au précompte immobilier. Nous avons passé la modification budgétaire numéro 2 dans cette enceinte au mois de mai dernier. Le 20 juin, la région Wallonne a transmis aux communes et aux provinces une nouvelle actualisation des montants pour l'année 2024, ainsi que déjà des lignes directrices pour l'année 2025. Donc c'est important pour nous de pouvoir à la fois les inscrire et également les compenser, vu que c'est un chiffre qui est négatif. Ce qui amène le boni ordinaire après MB3 à 1 013 000 €, extraordinaire 1 751 000 €, et le boni ordinaire à l'exercice propre, est lui de 503 577 €. Merci Coralie. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Dominique. Merci Président. Donc j'ai une série de questions, mais Coralie vient déjà de répondre à une question. Donc je suis à la page 1 et c'est l'article 000 74 040 où on est au niveau des recettes et on voit qu'on a une diminution de 27 914 €, si je ne me trompe. Attendez. C'est chez toi, Stéphane. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on est en subvention pacte pour une fonction publique provinciale solide et solidaire. Oui, c'est ça. C'est point 61, tu vois. Dire ce qu'il y a derrière exactement. Je demande au directeur financier s'il sait nous dire quelle est la notification qui serait derrière ce montant qui nous a été communiqué. C'est un montant qui vient de la région Wallonne. Donc, chaque année, je pense que la même chose dans les communes, on reçoit effectivement une prévision budgétaire pour le pacte lié à une fonction publique provinciale communale solide et solidaire. En général, le budget propose de réinscrire le dernier montant connu. Ce montant est déterminé en cours d'année, prend en considération toute une série de critères, dont notamment la composition statutaire, contractuelle ou autre de la maison. Et en fonction des évolutions, le calcul est réactualisé. Et donc ici, nous proposons d'adapter simplement le montant qui a été perçu pour l'année. Donc, ensuite, les instructions de la région. C'est un peu comme ce que Coralie a expliqué, c'est une adaptation de type technique, quoi. Alors, je suis à la page 5.
Et là, alors, c'est l'article 560 74 040 001, subside CGT, où là, on voit une augmentation de 75 000 euros, et ce n'était même pas inscrit au niveau du budget. Non, parce que... Oui. C'était un subside de fonctionnement qu'on a généralement chaque année, et donc on n'escomptait pas cette année-ci l'avoir, vu la réforme au niveau donc du tourisme au niveau de la province, et finalement donc c'est une subvention en matière de fonctionnement qui nous a malgré tout été allouée. Donc voilà, c'est une confirmation de subside. Oui, d'accord. Et ce subside, on l'a déjà rétroactivement dépensé, ou bien on va le dépenser? Ça va servir à quoi? Ben, ça va servir à couvrir toutes sortes de dépenses, notamment en matière de fonctionnement. Donc, je ne sais pas encore au niveau du justificatif clairement ce qu'il y a dedans, mais je peux te communiquer les pièces justificatives précises. Non, mais je comprends. Donc, des dépenses ont été bel et bien actées, voilà. Et ce subside pourra combler ces dépenses-là. Exactement, c'est un peu le Ouais, mécanisme voilà, qu'on fait chaque année en fait. Hein. Et généralement, c'est ce qui se passe un peu chaque année. Donc, on peut aller revoir dans les modifications budgétaires précédentes. Tu verras qu'il y a toujours une réinscription de 75 000 euros. Donc, voilà, c'est toujours des bonnes nouvelles pour couvrir toutes nos actions en matière de tourisme. Ouais. Merci Marie-Ève. Donc, nous sommes en page 8 et je suis à l'article 420 64 010 003 2022. Subvention territoire à énergie positive, où je vois qu'il y a une augmentation de quasiment 22 000 euros. Je suppose que c'est la même explication. Non, en fait, là, donc c'est une dépense. C'est une dépense, tu as raison. Donc, tu vois, on a une collaboration avec l'ULG, donc tu te rappelles, pour mettre en place le logiciel Décarbolux. Ouais. Donc, ça faisait l'objet d'une convention qui date déjà de mémoire 2022. Et on a reçu donc une facture en 2024, donc un peu tardivement. Et donc, justement, ici, c'est pour pouvoir honorer cette facture-là. Mais d'accord, ouais, c'est une dépense complémentaire liée à cette facture-là qui n'était Oui, mais pas qui était nécessairement prévue donc dans la convention initiale, hein, dans l'émission qui était initialement prévue. Alors la dernière ligne, donc c'est le 8714 64 600 2022, et là c'est une restitution d'une subvention au Gallup Wallonia pour un montant de 4 515 euros. Oui, voilà, Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous savez, on reçoit une subvention GetUp Wallonia, donc qui est de 60 000 euros, un équivalent temps plein dans chaque service de santé mentale. Mais voilà, parfois, il y a des gens qui partent et on fait un réengagement. Et donc, voilà, le montant ne correspond pas toujours exactement à ce qu'on dépense. Donc, voilà, c'est une rectification par rapport au salaire des personnes qui sont engagées. Oui, ça va. Je coupe mon smartphone pour ne pas être interrompu. Alors, la page 9, et là, c'est l'article 104 64 010 002 2023, où on a une augmentation de 25 000 euros. Oui, donc ça concerne un deuxième partenariat qu'on a avec l'ULG pour, notamment en matière de zone d'immersion temporaire, pour mieux cibler l'endroit où il faut, de manière, allez, on va dire préférentielle, établir l'asile. Donc il y a toute une méthodologie qui a été développée en partenariat avec l'ULG. Donc c'est un partenariat qui date de 2023, qui fait l'objet d'une convention, mais il y a eu un oubli en matière de l'engagement, donc une erreur au niveau de l'écriture, et donc juste ici c'est vraiment pour rattraper le coup, entre guillemets. Cette erreur-là, quoi. Oui, ouais, voilà. Alors, je suis à la page suivante, la page 10, et je suis à l'article 420 64 010 002 2023, où il y aurait une diminution de, je dis il y aurait parce qu'il faut que je retrouve aussi moi-même dans le tableau, de 2 000 euros. Oui, donc en fait ici c'est une subvention qu'on donne annuellement à la Maison de l'Urbanisme pour organiser donc une action en matière de, je pense que c'est un appel à candidature, un appel à projet en matière urbanistique, et donc c'était un événement qui devait avoir lieu, mais finalement ils n'ont pas pu organiser donc cet événement
voilà, je pense que c'était un problème de gestion, on va dire, en interne. Et donc, ils nous ont dit que, voilà, ils n'auraient pas besoin de cette subvention. Donc, voilà, c'est une restitution de la subvention qu'on leur avait accordée. Oui, d'accord. Alors, la page suivante, la page 11, c'est l'article 7623 et c'est le 61 322 2023, où là, alors, il y aurait une augmentation de 4 860 € pour projet sportif. Et ça, sincèrement, là, je m'interrogeais sur l'intitulé et sur ce qu'il y avait derrière ce projet sportif. Alors, en fait, il y a une recette et une dépense, et donc on retrouve la recette au 76 23 61 322. Voilà, et donc c'est un subside que l'on reçoit. Et c'est quoi ces projets sportifs? C'est pour les projets inclusion, des choses comme ça. C'est ça, voilà, d'accord. Voilà. Oui. Merci Nathalie. Alors, la page 13. Donc là, c'est le 104 61 335. Il y a une diminution parce qu'on a reçu une exonération du PRI au niveau donc d'un bâtiment au Carmel. Oui, d'accord. Le précompte a été supprimé à ce niveau-là. Oui. C'est ça. Et pour Enfin, quelle c'est raison? l'explication que j'ai eue. Oui, affectation publique, c'est ça, oui. C'est ça. Oui. D'accord. Ouais. Alors, la page suivante, donc c'est l'article 1041, 61 309. Oui, donc ici, on est sur l'article qui nous permet de payer les factures des cabinets d'avocats qui défendent la province dans différents dossiers. On en a parlé notamment en commission au mois de juin lorsque nous avons pu faire le point sur différents dossiers en cours, en commission finances notamment. C'est un article que l'on ajuste au fur et à mesure de l'année en fonction des besoins. Les années ne sont pas toutes les mêmes, mais pour terminer 2024, nous vous proposons de le compléter à hauteur de 10 000 €. Oui, c'est parce que on passe, enfin, l'augmentation, le montant global est quand même assez important. Et tu pourrais nous rappeler quels sont justement les dossiers ou en tout cas les... Oui. Étant donné que ça concerne parfois des personnes, etc., je ne sais pas si je peux le faire en séance publique. Donc on peut te communiquer la liste quand il s'agit de questions de personnel ou de litige, éventuellement avec une entreprise dans le cadre des travaux. Un autre poste, et qui est le plus important, je ne dévoile pas les secrets de la couronne en le disant, c'est évidemment les cabinets d'avocats qui défendent la province dans le cadre des litiges taxes pylônes avec les opérateurs nationaux. Donc voilà, étant donné qu'il y a énormément de mouvements dans ces dossiers cette année-ci, c'est ça qui justifie aussi cette part importante. Et ces 10 000 € là sont surtout liés à ce dossier-là ou bien plutôt aux autres? Je dois demander le détail pour te répondre avec précision, mais ça fait partie des dossiers importants de l'année. Ouais. Tu me répondras par mail? Pas de problème, Ouais. ce sera Merci communiqué. Coralie. Oui, moi je ne me qualifie pas de petit artisan, ça c'est Michel. Je suis fonctionnaire, moi, c'est différent. Alors, la page, toujours la même page. Donc là, c'est le 1063, 61 320, 004. Si je lis bien, donc c'est fonctionnement technique, Forem, centre de compétences. Et là, on n'avait rien de prévu au budget et on a ici une augmentation de dépenses de 15 400 €. Parfois, on fait appel au Forem pour des formations spécifiques, quoi. Et donc là, ici, en l'occurrence, parce que vous savez qu'au niveau des formations de l'IPF, entre le moment où on fixe les formations, donc souvent, ils doivent rentrer ça au mois de juin pour l'année suivante, quoi. Et donc ça, c'est ce que j'explique souvent. Il y a des aménagements, alors ça correspond chaque fois. Il y a des recettes et des dépenses. Donc quand il y a des dépenses, et donc là, ils ont fait une formation avec le Forem, eh bien, on le voit à la dépense ici, quoi. D'accord. Merci Nathalie. Alors à la page 17, donc c'est l'article 422 64 010 002.
C'est une augmentation de 55 000 euros. C'est la loco dont j'ai parlé en introduction, C'est la mais loco, je c'est vrai, tu l'as vais évoqué. laisser Stéphane Oui, compléter. excuse. Non, non, pas de souci. Entre parenthèses, au niveau de la loco. Oui, ça se passe comment au niveau de la loco? Oui, donc voilà, juste expliquer. Normalement, donc, nous avons depuis le début subventionné le call center de la locomobile. Donc c'était l'aide que la province apportait et qui était fournie par APS, donc le call center d'APS. Et voilà, suite à quelques difficultés en discussion avec la locomobile, c'est en fait la locomobile elle-même qui a repris le call center. Et donc c'est pour ça qu'on a switché au niveau de la moitié de l'année, après 6 mois. Et donc le subside, évidemment, est divisé en 2. Donc voilà la raison, évidemment, de ce changement qui a été effectué à partir du 1er juillet. Oui, les difficultés, ce n'est pas au niveau de la loco, c'est au niveau d'APS. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'était les difficultés au niveau d'Alloco. C'est au niveau du call center dans l'ensemble. Mais voilà, c'est plutôt parce qu'il y a eu quelques départs au niveau de l'APS. Pour résumer la d'APS. situation, c'est plutôt la loco qui a été victime des difficultés au niveau de l'APS. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de discussions entre les deux institutions. On a objectivé et puis à un moment donné, il y a eu quelques départs au niveau d'APS qui ont fait qu'il fallait changer le fonctionnement. Et puis maintenant, je pense que tout se passe bien. Il a fallu démarrer au niveau de la locomobile. Moi, je n'ai pas eu d'écho au niveau de la loco. Je suppose que maintenant, les difficultés sont apaisées, aplanies. Oui. Bah, le départ, mais ça reste compliqué, une gestion d'un call center pour un taxi social, parce que c'est beaucoup de coups de fil à passer. Il y a beaucoup, il faut gérer un peu tout ça. Donc ça reste compliqué. Peu importe l'institution qui le gère, ça reste compliqué. Mais voilà, je pense que maintenant, ils sont dans le rythme et ça a l'air en tout cas de convenir au niveau de la locomobile elle-même. Mais nous suivons ça évidemment de près. Alors, je suis à la page 26. J'ai pris la page des emprunts, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque on retrouve ça plus loin au niveau d'une suppression de dépenses. Donc, on a ici, donc c'est le 104 17 010 001 et 012 où là, on constate qu'on a une diminution on n'a pas fait d'emprunt pour un montant total de 515 000 euros, puisqu'en réalité, apparemment, on n'a pas réalisé les travaux, tant au niveau de l'aménagement du centre administratif qu'au niveau du palais provincial. Oui, mais ça, il y a deux explications. Il y a deux explications. Donc tout d'abord, en matière, la première ligne, tu vois, qui est une diminution de 130 000 euros, c'est parce qu'on va le transférer sur un autre dossier dont je parlerai tout à l'heure dans l'ordre du jour, qui est vraiment de la sécurisation pour le campus de Mons. Et donc voilà, on réaffecte 130 000 euros sur ce projet-là. Et alors au niveau de la deuxième ligne, donc les travaux concernant l'annexe du palais, là comme on n'a toujours pas le bail amphithéotique qui est conclu avec la région Wallonne, parce qu'on attend toujours un retour au niveau de la région Wallonne, on reporte donc les travaux qui sont prévus et qu'on avait inscrits cette année-ci. Merci, c'est gentil Marie-Ève. Alors à la page 31. Donc là, c'est l'article 771 21 002 2019 et c'est une augmentation de 58 000 euros. Et je suppose que c'est en dépenses. Je n'y suis pas, donc voilà, là je vais y être. Ouais. Donc c'est le schéma directeur du Fourneau Saint-Michel. Où on a 28 000 à l'initiale. Oui. Et là aussi, c'est une dépense. En fait, à chaque fois, ça dépend du schéma directeur qui était prévu en 2019. Et donc, c'est la facturation. Et donc, on l'a à chaque fois a posteriori. Et donc, c'est comme ça qu'elle est là, quoi. Mais ce n'est pas une surprise, ça fait partie du schéma directeur tel qu'il avait été décidé en 2019. Et ici, c'est simplement l'adaptation. Mais non, mais en fait, l'explication, tu sais, à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est la même question à chaque fois, et à chaque fois, j'oublie, et là, je n'ai pas pris la petite note qui explique justement, et donc là, je vais demander que c'est technique. Il faut le mettre en lien cet article-là avec l'article que vous trouverez un peu plus loin à l'exercice propre, qui est également de 58 000 euros. Donc, moi, j'ai à la page 35, 771 21 002, 50 000 euros. Oui. On a vu l'exercice, on le diminue, mais effectivement, comme
On doit toujours faire référence à l'engagement. L'engagement détermine le millésime comptable sur lequel il faut rattacher la facture. C'est du 2019. Et donc, on a annulé le montant qui était à l'exercice ici et on le remet. Et on le remet. Millésime en 2019. C'est de la pure technique comptable. Ça heurte parfois les gens qui font de la comptabilité générale dans les entreprises. Mais effectivement, le principe de l'annualité dans les fonds pour la fonction publique fait qu'on est obligé de procéder de la sorte. Et donc, on honore une facture qui correspond à un engagement comptable qui a été fait en 2019. Oui, et la dernière question, c'est vraiment pour une question de sémantique, hein, mais je constate à la page 35, et il y a peut-être une explication qui est peut-être un peu plus importante que celle que moi j'imagine. Donc à la page 35, c'est l'intervention au fonds d'investissement vivalien, où il y a une augmentation de 1 400 000, et puis juste en dessous, il y a une diminution d'1,4 million, fonds d'investissement vivalien 2025. Je suppose que on change le mode d'écriture et il n'y a pas d'autre raison là derrière. En fait, lorsque le projet a été pour la première fois projeté dans le financement, mon prédécesseur, et je pense à juste titre, a envisagé ce montant comme une sorte de promesse de subside à restituer tant que le projet ne voyait pas le jour. Et économiquement, c'est clair qu'on doit l'envisager plutôt comme une sorte de participation, et donc il y a juste un changement économique qui a d'ailleurs été validé par la Cour des comptes. C'est juste il y a derrière une modification au niveau de la philosophie du libellé. C'est un projet en devenir, le projet est plus concret et donc le code économique doit s'adapter. Ouais. Ça a quoi? Ça a des incidences également dans la façon dont on doit voir l'écriture dans le bilan. Le montant reste identique, mais il va changer d'une rubrique à l'autre. Oui, tout à fait, ça va. Merci. Merci. D'autres questions? Je propose de passer au vote. Mais, oui, Président, je m'imaginais qu'il y aurait peut-être d'autres questions. Je vois qu'il n'y en a pas. Oui. Donc simplement. Et à Olivier qui vient. Ah, Olivier, vas-y. Ben voilà. C'est par rapport au format du fichier, en fait. C'est un PDF en scanné. Est-ce que c'est possible d'avoir pour la prochaine mandature des PDF imprimés? On puisse faire des recherches dans les chiffres. C'est une image, je ne sais rien faire avec. Je crois que tant qu'on n'a pas le nouveau logiciel comptable, ça va être compliqué, mais quelle est Si tu sors un imprimant PDF, tu peux PDF Creator, c'est gratos, c'est un imprimant PDF, c'est bon. Il ne faut pas une question d'imprimante, c'est pas une question. Oui, non, mais je m'en remets aux techniciens, non pas financiers, mais informatiques pour cette réponse. Qui peut me répondre? Je ne sais pas. On note et on t'apportera. Parce que là, tu l'imprimes papier pour le scanner, en fait, tu prends une imprimante PDF en ligne, tu l'imprimes en PDF et tu sais l'utiliser en informatique. Je crois que ça permet de faire des recherches de mots et tout ça. Contrôle personne, tu penses que tu l'imprimes en PDF. Voilà, je me dis que tous les jours il faut apprendre quelque chose et aujourd'hui c'est ce que j'aurais appris. Mais non, on y regarde, mais voilà. J'ai appris quelque chose, merci. Dis-nous un peu ce qu'il y a. Votre lettre. Dominique, tu avais encore quelque chose à ajouter? Non, j'interviendrai quand tout le monde aura posé ses questions. Mais c'est sur le vote du groupe, donc je pense que c'est mieux d'intervenir après. Eh bien, on attend. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je t'écoute. Nous t'écoutons, pardon. Voilà, le micro est ouvert. Donc, simplement préciser que sur cette modification budgétaire, on s'abstiendra. La raison pour laquelle on s'abstient, vous savez que l'année passée, nous avons voté contre ce budget. Lors des dernières modifications budgétaires, nous avons aussi voté contre. Mais on constate ici que, et ça a été très bien expliqué suivant les questions que j'ai posées, qu'on est bel et bien face à des modifications de type technique. Alors on s'abstient, vous pourriez nous répondre qu'on pourrait voter pour, et on ne votera pas pour une raison très simple, c'est que les remarques telles que nous les avions émises l'année passée lors de la présentation de votre budget, vous n'en avez pas tenu compte non plus dans cette modification budgétaire. Mais on entend bien que cette modification budgétaire est purement technique, et donc on s'abstiendra sur cette modification budgétaire. Merci Dominique. Passons au vote, ou continuons le vote plutôt. Fermeture des votes, 22 oui et 11 abstentions. Je vous remercie. Point suivant, enseignement. Donc, comme
Chaque année, on vous demande de donner au Collège provincial délégation partielle des pouvoirs pour la désignation de personnel enseignant. Je vois. Élie, tu avais demandé la parole? Oui, j'avais demandé la parole, mais vous avez l'air un peu distrait aujourd'hui, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on a bien mangé ensemble, que c'était bien sympathique, le repas que nous avons partagé ce midi, mais un repas de travail, bien évidemment, pour préparer notre séance. Je voulais simplement dire que le groupe des engagés, lui, il votait les modifications budgétaires fidèles à sa ligne depuis le début. Donc nous ne changeons pas d'avis, nous votons positivement et c'est ce que nous avons démontré. Ce budget est toujours aussi important pour le devenir de notre province et pour son bon fonctionnement. Donc merci encore à nos 4 députés pour tout le travail qui est fourni en faveur de chacune et chacun. Merci à vous. Merci, monsieur le chef de groupe. Suzette. Oui, mais c'est plus pour la modification. Moi, je suis au point. Non, oui, hein. oui. Oui, mais donc chef de groupe, oui. peu de retard. Non, c'est parce que je voulais vous demander, donc on vote pour donner au Collège provincial une délégation de compétences limitées. Enfin, voilà, c'est une question. Hein, Donc, il y a recrutement pour les enseignants contractuels, licencier le personnel enseignant, accorder des fonctions supérieures, promouvoir, muter, donner... Enfin, il y a plein de trucs. Mais qu'est-ce qui est au-delà de ces compétences? Puisqu'on dit c'est limité. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre décision à prendre pour que ça soit illimité? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. On vote pour que le collège ait ses compétences pour qu'ils ne doivent pas passer, je suppose, par le conseil. C'est vrai que ça prend du temps et tout ça. Mais ce sont des compétences limitées. Alors, qu'est-ce qui est illimité pour passer devant le conseil? Oui. Enfin, c'est un peu tortueux. Ben oui, non, mais voilà, c'est une question. C'est une très bonne question, visiblement. Excusez-moi, mais... Est-ce que vous nous laissez quelque chose? Mais non, mais voilà. C'est comme dans les communes, hein, Vincent. Je sais pas. Exactement. Ouais. Sinon, on se voit toutes les semaines. Hein. C'est quoi un bazar? Qui répond? C'est vous qui devez répondre, président. Qui répond? Je peux en tout cas dire que la délégation ne peut pas être générale et qu'elle doit donc exprimer les thèmes dans lesquels elle existe. Alors, il faudrait que je réfléchisse un petit peu pour trouver... la nomination, à mon avis, doit être une compétence qui est réservée au Conseil. Je pense que vous en avez d'ailleurs régulièrement dans le huis clos. Oui, tout à fait. Mais je peux préciser plus tard, si vous voulez. Ah oui, la nomination. C'est exactement la même chose dans nos communes. Oui, donc, au niveau de la nomination. Oui, ben ça va, merci. C'est pour savoir. C'est gentil, merci. Francis. Oui, mais je voudrais simplement dire que ce point a été discuté lors de la dernière commission paritaire locale qu'on a eue sur l'enseignement provincial où j'ai remplacé Nathalie comme président de séance. Et il faut dire que les organisations syndicales opposaient un avis favorable. Seule la CSC enseignement n'était pas présente, mais les contacts pris avec le responsable disaient qu'il n'y avait aucun problème en la matière et que, en tous les cas, l'accord allait arriver incessamment sous peu. Donc, voilà. Moi, je reçois un message de notre directeur enseignement qui est un exemple de compétence qui reste au Conseil, c'est les procédures disciplinaires pour le personnel nommé et les nominations. Pas d'autres questions? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. On passe au point bibliothèque, ludothèque, où on vous demande simplement un renouvellement
de projet d'adhésion de la bibliothèque provinciale et itinérante de la province du Luxembourg à la centrale d'achat accord cadre des fournitures de Tous les livres. 4 ans, donc on renouvelle, et c'est vraiment pour s'attacher à la centrale d'achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc comme ça nous évite de devoir faire des appels d'offres, des choses comme ça. On fait les factures en direct puisqu'ils négocient eux-mêmes les tarifs. Il n'y a pas que moi qui suis pressé, hein. Oui, Olivier. Je vais ralentir un peu du coup. Voir c'est des modifications par rapport à l'accord cadre précédent, c'est tip-top le même qu'avant. C'est chaque fois les mêmes à peu près qui sont renouvelés. Et donc, en fait, pour avoir des réductions, donc, on a chaque fois 12% et demi maximum pour les ouvrages généraux, 10% pour les livres et médias adaptés au handicap et 5% pour les livres scolaires et pédagogiques. C'est les mêmes pourcentages Voilà. qu'avant, quoi. Oui. Pas d'autres questions? Votons. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Point suivant, service technique concernant l'achat de constitution d'une centrale de marché pour le matériel de signalisation routière, mobilier urbain et équipement de chantier de voirie. C'est un renouvellement puisque ce marché existe depuis 2016. Oui, comme tu viens de le dire, depuis 2016, donc on met à disposition des pouvoirs adjudicateurs, une centrale d'achat donc en matière de signalisation routière, mobilier urbain, équipement de chantier de voirie. Le marché arrive à échéance fin d'année et donc il est proposé de relancer une nouvelle procédure pour attribuer le marché et donc pour une durée de 4 ans à nouveau. Donc pour rappel, il est constitué de 2 lots. Tout d'abord, un premier lot donc, qui concerne le matériel de signalisation routière pour un montant de 153 000 € et un deuxième lot pour un montant de 273 000 € qui concerne ici donc, le mobilier urbain. Total de 426 000 €. Comme je l'ai dit, donc, c'est pour une durée de 48 mois et les bénéficiaires seront les communes, les CPAS, la zone de secours, les intercos, les zones de police, les sociétés de logement public et les fabriques d'églises. Et donc, voilà, il est proposé d'approuver le cahier des charges et donc le montant estimé à 426 000 €. Merci Marie-Ève. Des questions sur cette proposition? Passons au vote. Oui. L'occasion de chacun de ces renouvellements de marché, le signaler chaque fois aux communes et aux services techniques en question, parce que je trouve que oui. C'est l'occasion de le rappeler. Il y en a peut-être qui n'adhèrent pas, qui pourraient adhérer. Donc, non seulement c'était fait en amont pour voir s'il y avait des nouvelles dispositions techniques à apporter au cahier des charges pour tenir compte des besoins des communes. Donc là, on a justement rajouté quelques éléments. Donc, attends, j'ai les précisions ici. Donc on a rajouté quelques produits manquants qui avaient été signalés par les communes, comme des types de socles, des îlots et tout ça. On a aussi mis à jour la conformité des produits avec les nouvelles normes actuelles. Donc c'était fait en amont. Mais bien évidemment, on va refaire une publicité au niveau des communes, des DG, des services techniques et tout ça pour que les communes qui avaient adhéré réadhèrent et les nouvelles se manifestent bien évidemment. Ok, merci. Oui. Et la plateforme supracommunale où il y a tout le temps les centrales avec les détails techniques et les personnes à contacter en fonction des marchés qui ont été attribués, elle est actualisée très régulièrement et les services, que ce soit chez Marie-Ève ou au service du fonctionnement, ont contact avec les personnes responsables des marchés publics dans les communes. Donc soit il y a le contact qui se crée en fonction du besoin, soit la réponse est en ligne sur l'e-plateforme dont tout le monde peut avoir aussi un accès si nécessaire. On doit le rappeler, nous, oui. au service, mais bon, c'est sans doute normal, hein, mais parfois c'est le service technique qui s'en occupe et ils sont pas tous... Mais c'est peut-être de la communication interne dans les communes. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a aussi tout un travail, nous, à faire au niveau de la communication, peut-être rebooster encore cette communication et peut-être au sein des communes, voilà, que ça circule peut-être un peu mieux, mais bon, voilà, ça fait partie des chantiers. Pas d'autres questions? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Les points 8 à 11 concernent des
expropriations pour utilité publique en vue d'aménager les fameuses zones d'immersion temporaire. Je vous propose que Marie-Ève nous explique les 4 points et puis nous voterons par la suite. Donc, comme Jean-Marie l'a dit, ça concerne des dossiers d'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises qui sont nécessaires à l'aménagement de nos zones d'immersion temporaire et également pour réaliser les aménagements pour favoriser la biodiversité. Donc, ça concerne plusieurs dossiers ici. Je vais faire une présentation globale pour ne pas réexpliquer tout. Tout d'abord, ça concerne le ruisseau du Vieux-Fourneau à Durbuy, la Noé-Pré à Randeux, la Hédrée à Argimont et la Masblette à Masbourg. Pour ce dernier dossier, il y aurait également un autre dossier de promesse de vente que j'expliquerai par après, mais ça couvre le même dossier. Pour en revenir à ces dossiers d'expropriation, vous le savez, en 2021, ces villages que j'ai cités ont été durement touchés par des inondations, par des débordements, des cours d'eau que je viens également de citer. Donc, bien évidemment, il y avait des solutions qui doivent être envisagées pour limiter au mieux les débits qui traversent ces villages. Alors, c'est pour ça que des projets de zones d'immersion temporaire avaient été déposés en partenariat avec la province, les communes concernées, les contrats de rivière et des luxe eau auprès de la région Wallonne dans le cadre du plan de relance. En juillet 2023, on avait reçu donc toute une série de subsides pour réaliser ces projets. Alors, première étape, c'est que la province de Luxembourg n'est pas propriétaire des parcelles qui sont nécessaires à la réalisation des projets. Et donc, c'est indispensable qu'on puisse en disposer rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a saisi le comité d'acquisition qui a été mandaté pour estimer la valeur de ces emprises. Ici, on souhaite procéder à des procédures d'expropriation qui vont être lancées donc parallèlement à des négociations avec les propriétaires parce que bien évidemment, on va favoriser l'accord à l'amiable en premier lieu, mais en cas de refus donc de vente de propriétaires, là, on pourra actionner donc le recours à des arrêtés d'expropriation pour permettre la réalisation des travaux. Alors, je pense que c'est important de rappeler l'urgence par rapport à ces dossiers-là. La région Wallonne, donc le pouvoir subsidiant, nous a donné comme deadline maximum le 31 août 2026 pour que tous les travaux puissent être réalisés. Et dit donc si on travaille de manière rétroactive, il faut que le transfert des parcelles soit réalisé au plus tard le 31 janvier 2025 pour mener à bien donc ces travaux-là. Et donc, vu l'urgence des dossiers liés au délai du subside, vu à la nécessité d'agir rapidement face aux inondations, et je pense qu'on l'a encore vu la semaine passée avec les événements qui nous ont heureusement assez épargnés, et surtout donc dans un objectif d'anticiper un éventuel refus des propriétaires de vendre les parcelles nécessaires à la réalisation des zones d'immersion temporaire. Pour toutes ces raisons-là, on souhaite pouvoir marquer accord sur les dossiers d'expropriation qui vous sont présentés, donc pour les points de 8 à 11, et voilà, donc d'entamer les procédures, et voilà. Donc je pense que c'était important, vu le contexte, et pour toutes les raisons que je viens de citer, de pouvoir anticiper justement des accords à l'amiable qui n'aboutiraient pas. Voilà. Pardon ? Non, parce que le point 12, ça je vais l'expliquer après, c'est une autre procédure. Donc mais qui est lié au dossier de la Masblette aussi. Mais pour le dossier de la Masblette, donc on vient de lancer une procédure d'expropriation si on vote pour. Mais pour une série de parcelles, on a déjà réussi à avoir une promesse de vente. Et ça fait l'objet du dossier numéro 12. Merci. Donc on parlait uniquement pour l'instant des dossiers d'expropriation. Oui. Voilà. Question. Denis. Non, ce n'est pas une question, c'est simplement pour appuyer ce projet parce que franchement, on a connu donc évidemment un épisode exceptionnel en 2021, mais il y a à peine 10 jours de ça, on a connu une nouvelle crainte énorme. Et voilà, donc justement, je m'étais dit que c'était l'occasion peut-être de faire un petit peu le point justement sur ce qui arrive. Bon, tu m'as coupé l'herbe sous le pied avec ici ce projet qui montre que, évidemment, il y a urgence en plus. Je veux dire, non seulement c'est important, mais il y a urgence parce que ces zones ont montré toute leur faiblesse dans les villages respectifs. Oui. Et ces quantités de précipitations, comme les scientifiques l'ont toujours dit, se répètent maintenant de manière plus régulière. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut
tenir à l'œil, donc moi je ne peux qu'approuver. Oui, et je tiens aussi à rappeler que effectivement, donc la semaine passée, enfin voilà 2 semaines, il y a eu des épisodes pluvieux très très importants, mais on a remarqué sur le terrain que grâce à des investissements, des travaux de curage, d'entretien, de restauration des berges, on a pu limiter le débordement de ces cours d'eau. Donc je pense que, c'est sans vouloir se lancer des fleurs ni quoi que ce soit, bien évidemment pas, mais que les travaux qu'on a pu réaliser en amont ont permis en tout cas de limiter les dégâts. Et donc je pense que ça nous encourage à avancer toujours dans ces travaux, tant de réparation, d'entretien, mais également des travaux plus importants comme l'installation de zones d'immersion temporaire. Et on a vu sur le terrain qu'il y a des zones d'immersion temporaire qui ont marché et qui ont permis aussi donc de retenir ces gros débordements. Ouais, oui, je pense en effet que c'est des choses qui font leur preuve. Ouais. Maintenant, juste peut-être un détail, on a revécu une situation un petit peu compliquée il y a une dizaine de jours, et je sais qu'il y a des riverains qui ont par exemple eu tout le mal du monde à savoir comment faire pour obtenir de l'aide, des sacs de sable, des choses comme ça. Donc je pense qu'en termes de communication, vraiment communication, et peut-être mise à disposition des communes concernées, ce serait bien de pouvoir peut-être déjà avoir tiré les enseignements de ce qui s'est passé, parce qu'ici, moi, j'ai vraiment été confronté à des personnes qui se retrouvaient vraiment dans une situation où on se dit, mais hormis espérer que les travaux entrepris fonctionnent, ce qui était le cas, on avait l'impression qu'en termes de communication et de rassurer les populations qui ont déjà été sinistrées, il n'y avait pas grand-chose qui avait évolué de ce point de vue-là. Donc c'est quelque chose à soigner, parce que c'est vraiment un mal-être qui était difficile pour des quartiers entiers de villages. Moi, je connais des personnes qui ont quitté leur maison et qui sont allées dormir à l'hôtel. Mais oui, on en tiendra compte, mais je pense qu'on peut vraiment saluer aussi la gestion et la communication de Monsieur le Gouverneur et ses équipes et la zone de secours dans ces épisodes qui sont passés une dizaine de jours et de manière même régulière. Et je pense que si on n'avait pas ça, je ne sais pas si le Gouverneur souhaite témoigner, mais en tout cas, on a vu la plus-value et l'efficacité vraiment sur le terrain. Ça, je pense que tout le monde est d'accord derrière ça aussi. Je suis d'accord pour dire que la communication reste vraiment le cœur de nos réflexions dans des situations comme celle-là. Peut-être 2 choses sur le bilan qu'on a déjà pu tirer de cet épisode. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit la députée, mais les dispositifs préventifs ont fonctionné, que ce soit sur les risques de ruissellement, où là ce sont plutôt des dispositifs préventifs qui sont mis en place par les zones de secours ou par les communes. Et nous avions à cet égard-là l'appui des cellules ruissellement de la région wallonne qui ont bien aidé les bourgmestres à positionner ces dispositifs. On a eu peu d'impact de ruissellement, alors que c'est ce qui était le plus craint. Et sur les cours d'eau, effectivement, je pense qu'il y a eu une bonne maîtrise par rapport à cette analyse. Sur les dispositifs préventifs chez les particuliers, la gestion des sacs de sable, elle est double. Elle est d'abord communale. Je pense qu'il faut vraiment continuer à inviter les communes à disposer d'un stock local. Et il y avait plusieurs milliers de sacs prépositionnés dans chacun des postes de secours, plus pendant la journée la plus critique, la production à Libramont par la zone de secours de plusieurs milliers de sacs aussi. Maintenant, comment les disposer ? La décision qui a été prise, c'est de ne pas donner suite à des demandes individuelles, parce qu'on pense que dans certains cas, les sacs de sable ne sont pas la réponse la plus adéquate. Je pense particulièrement au risque de ruissellement, où il vaut beaucoup mieux aller pour sauver tout un quartier avec les experts et la zone en amont du ruissellement, dans les champs, dans les bois, et positionner toute une série de dispositifs qui existent au niveau de la zone de secours. Et les sacs de sable sur les berges des cours d'eau, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur, parce que c'est très très consommateur de sacs. Couvrir une berge d'1 kilomètre, ça fait quand même beaucoup de sacs. Un sac, ça vous fait gagner 7 cm si tout va bien. Et donc, dans certains cas, il faut vraiment faire cette évaluation, de voir si c'est pertinent ou pas. Mais ce qu'ont vécu les gens là, on doit vraiment y réfléchir pour que ça n'arrive pas. Il ne faut pas quitter son habitation pour de mauvaises raisons. Et il faut avoir une réponse, évidemment, par rapport aux inquiétudes. Voilà. Et je voudrais quand même signaler une dernière chose, c'est qu'on a mis en place quelque chose qui vous intéresse tous, qui est cette participation citoyenne au partage d'images pendant les crises, qui a bien fonctionné et qui nous a permis, et je sais que d'autres le font aussi, à l'IRM par exemple, mais que ça nous a permis d'avoir une image fidèle en temps réel sur l'ensemble du territoire de la province,
pour mener des actions comme celle-là. Mais donc je retiens évidemment cette nécessité d'encore mieux communiquer vis-à-vis des citoyens. Merci, Monsieur le Gouverneur. Et c'est vrai qu'il y a une meilleure visibilité, je pense, justement, avec cette interaction avec cette plateforme qui permet véritablement d'avoir un œil beaucoup plus présent sur la situation et de mieux la maîtriser. Donc, voilà, je pense que ça va dans le bon sens. Merci. D'autres questions sur ces points proposés par le Collège? Mon secrétaire de droite. Oui. Mais moi, je vais faire le même commentaire en fait que Denis et que ce que vient de faire Monsieur le Gouverneur, donc je ne vais pas en rajouter des caisses, mais simplement je trouve que c'est des projets qui sont évidemment super importants. Nous, à Aubange, on a aussi été lourdement frappés, l'air de rien, par un épisode d'inondation qui est parfois passé un peu inaperçu. Pourtant, on a eu quand même plus de 300 interventions en 1 heure sur la ville de Aubange au niveau de la zone de secours, donc c'était assez énormissime. Donc on a été frappé comme le Grand-Duché lors de juin 2024. Et donc on se rend bien compte que ce soit du côté de la province qu'on encourage justement à continuer ce genre de projet un peu partout sur le territoire, bien évidemment, mais aussi Deluxo, je pense qu'il y a des compétences qui sont intéressantes en la matière. Et moi, du coup, je fais un petit clin d'œil justement à ce que Monsieur le Gouverneur met en place, à savoir le programme Lux Response, qui, je pense, mérite qu'on en fasse la publicité pour que vous puissiez les faire venir dans vos communes pour discuter notamment avec vos citoyens et pour les mettre, je ne vais pas dire à jour, mais en tout cas mettre les moyens à disposition de vos citoyens pour qu'ils puissent réfléchir à comment mieux répondre finalement à ces phases de crise. Voilà, je vous remercie, mais en tout cas merci à la province de continuer à soutenir ce genre de projet, comme maintenant, comme à l'avenir. Merci François. Plus de demandes de parole. Je vous propose éventuellement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de voter les 4 points ensemble ou vous souhaitez un vote séparé? Global, allez. Donc sur les points 8, 9, 10, 11, ouverture des votes. Fermeture des votes, unanimité sur ces 4 points. Et Marie-Ève nous présente le point 12. Attends, je mets Le point 12, donc, comme je l'ai dit, c'est lié à un autre dossier d'expropriation qui concerne donc, la Masblette en amont du village de Masbourg. Donc, concrètement, on vient de marquer accord sur le lancement de la procédure d'expropriation pour une partie des parcelles qui sont concernées par cette ZIT. Et donc, ici, comme je vous l'ai dit, on a reçu en date du 19 septembre dernier une promesse de vente de la part du comité d'acquisition pour une autre partie des parcelles qui sont concernées. Le prix de vente ferme et définitif pour ces parcelles est de 23 100 €, prix qui correspond à l'estimation qui a été faite par le comité d'acquisition. Et donc ici, il est proposé de marquer accord sur le projet de promesse de vente et de mandater le comité d'acquisition pour passer l'acte de vente. Merci Marie-Ève. Olivier. Et moi, je n'ai pas de remarque sur le fond, mais par contre, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de plan. Donc, on a le projet d'acte, mais on n'a pas du tout de plan de situation des parcelles concernées. Mais si tu vas voir dans... Attends, c'est quel numéro? Dans le même dossier, mais qui concerne le dossier d'expropriation, je pense qu'il y a l'ensemble des... Elles ne sont pas dessus. J'ai regardé sur le plan qu'on a... pour le point qu'on a passé juste avant. Oui. Et les numéros de parcelles, en tout cas, n'apparaissent pas dessus. D'accord. Écoute, si tu veux, je demanderai au service qui te l'envoie. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Pas d'autres demandes de parole? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. On passe au point suivant, qui concerne le SRJ de Mont. Oui. C'est Marie-Ève. Pardon. Donc ici, c'est un dossier dont on a déjà parlé dans le cadre de la modification budgétaire, pour lequel on avait donc alloué une partie d'un budget d'un article budgétaire vers celui-ci, qui concerne donc la mise aux normes d'incendie au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment B du SRJ de Mont.
Donc ça concerne vraiment la mise aux normes incendie, à savoir le placement de menuiseries intérieures, de faux plafonds, de contrepoisons, pour respecter justement les impositions du service incendie, tout en sachant que le reste des travaux de parachèvement seraient réalisés par le service maintenance et travaux. Le montant global du marché s'élève à 275 000 € et donc il est proposé d'approuver le cahier des charges et de passer le marché par procédure négociée. Merci Marie-Ève. Des demandes de parole? On passe au vote. J'ai trouvé. Merci. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Le point suivant, toujours Marie-Ève, concernant les travaux d'entretien et de restauration sur les cours d'eau communaux. Oui, donc ici, ça concerne des travaux d'entretien pour des cours d'eau 3e catégorie pour 7 communes qui sont concernées donc, par le marché de 2024. Donc, pour précision, ce sont des travaux qui concernent, comme on en a déjà parlé, des travaux de curage, de protection des berges, des travaux d'entretien. Donc, de manière globale, vous savez que ça concerne un marché qui s'élève à 433 000 € et donc dans le cadre d'un règlement qu'on avait fait approuver en mars dernier, à savoir donc un règlement d'aide des communes pour l'entretien de leurs cours d'eau. Donc pour rappel, dans ce règlement, c'était une subvention en nature qui était de 20 000 € par commune pour une période de 4 ans. L'idée, c'était que les communes remboursent 50% des coûts engagés. Le montant maximum des coûts des travaux ne pouvait pas dépasser 40 000 € et donc au-delà de ce montant, les communes remboursaient donc l'intégralité des travaux engagés. Vous vous rappelez également qu'on avait souhaité faciliter au maximum la vie des communes et donc l'idée ici c'est que la province agisse comme pouvoir adjudicateur du marché conjoint. Donc on assume la gestion complète du processus, à savoir l'approbation, la passation, l'attribution et l'exécution des travaux. Et donc ici il est proposé de marquer accord sur le cahier des charges qui s'élève, comme je l'ai dit, à 433 000 € et de solliciter donc le remboursement de la part des différentes communes. Et donc voilà, il est proposé de marquer accord sur ce projet. Merci Marie-Ève. Des demandes de précision? Passons au vote. Fermeture des votes. Je vous remercie. Le point suivant, présenté par Nathalie, concerne le projet de École du Val-d'Aisne, implantation de Bertry. Oui, ben voilà, donc vous dire d'abord que l'école de Bertry avance bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de passer devant ou de voir. En tout cas, voilà, ça avance bien. Et donc, ici, on vient avec un projet pour refaire la voirie, l'accès, en tout cas pour l'école, parce que il est dans un mauvais état et il faut pouvoir que les bus puissent venir amener les enfants en toute sécurité et aussi l'accessibilité PMR. Et donc, c'est vraiment mettre tout ça bien aux normes et le parking également. Voilà, et donc on a pour un montant de 250 000 € à peu près. Voilà. Merci Nathalie pour cette présentation. Des demandes de parole? Bien, votons alors. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Et on arrive aux subventions. Vous avez reçu le rapport mensuel du Collège sur les liquidations par délégation, ainsi que le rapport sur les subventions octroyées en urgence et le rapport sur les aides en nature octroyées par le Collège. Alors, nous avons les différentes subventions. Culture et sport, 99,01 à 99,04. Suzette. Oui, au point 99,04, donc 30 000 € à la Herse de Virton pour en sport aussi une ardeur d'avance.
mais ce sont les années 2022, 23 et 24. Et je vois que c'est donc un projet qui est réalisé sur une période de 3 ans et que la province prendrait en charge 75 000 € de financement pour chercheurs sur les 3 futures années. Mais les 3 futures années, c'est de 22 à 24, donc c'est fini, c'est pas futures années. C'est ça que je me demande, pourquoi on donne de l'argent pour faire une analyse, une analyse, enfin c'est voilà, sur les 3 ans qui sont passés, parce que éventuellement, comme c'est un projet qui a un lien avec les référentiels de compétences de l'éducation physique et de la santé, pourquoi on ne fait pas de 24 à 27 par exemple et directement faire l'analyse par ordinateur pour ce qu'on fait maintenant, parce que s'il y a quelque chose qu'on voit qui n'est pas efficace, on peut réagir, tandis que maintenant c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est un projet qui s'étale sur 3 ans, et donc c'est en collaboration avec Stéphane pour ce qui est santé, et donc on avait débloqué des moyens, et en fait ça fait très longtemps, je regarde en 1990, que les services se font en sport, en santé, une ardeur d'avance, et alors on a cette chance-là qui récolte les données d'année en année. Et donc c'est ce qui avait été expliqué en commission, hein, donc il y a déjà, je ne sais plus, 2 ans maintenant, puisque c'est la 3e année, donc voilà. Et donc l'idée, c'est d'analyser ces données-là pour voir quelle est l'évolution du sport chez les jeunes, quoi, et de voir comment ça progresse. Et donc là, ici, on s'était arrangé, il y avait une partie qui était subsidiée au niveau de la santé, donc chez Stéphane, et une partie au niveau des sports chez moi. Et donc, on arrive tout doucement à la fin de l'étude, quoi. Voilà, et donc ça va être présenté, évidemment, ça s'est fait sur 3 ans. Et donc voilà, donc ici, on avait décidé, le pôle santé, c'était 45 000 €, et au niveau sport, 30 000 €. Voilà, et donc pour 2022-2023, c'était chaque fois 15 000 €, 2022, 2023 et 2024. Et pour la culture et sport, c'était 15 000 € en 2023 et en 2024. Voilà. Oui, je comprends, mais donc ça veut dire que éducation physique et santé, voilà, c'est un projet qui se termine et on ne va plus le continuer. Donc si c'est une analyse. Non. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'il y a, c'est que la province organise, comme on sait, des journées sportives avec les écoles de la province de Luxembourg et fait 8 épreuves qui sont mises en place pour justement tester l'état de santé, si on peut dire sportif en tout cas, de nos jeunes. Ce qu'il y a, c'est que ça a été récolté toutes les années, mais ça n'a jamais été travaillé. Et donc, c'est pour ça que la HERS nous a demandé de pouvoir lancer un projet de recherche pour analyser concrètement toutes ces données. Et donc, elles le font depuis 2009. Donc, ces 3 années, c'était pour analyser les données depuis 2009, de voir un peu une évolution de l'état de santé dans notre jeunesse, et de là, en tirer des conclusions pour mettre des actions en place. Donc, ici, on termine l'étude sur les 3 ans, et donc, la prochaine étape, c'est vraiment de proposer des actions. Et donc, on verra évidemment le résultat de l'étude et ça nous permettra, à partir de l'année prochaine, de mettre des actions en œuvre par rapport à l'état de santé de notre jeunesse et de promotionner évidemment le sport qui amène évidemment, comme on sait, une meilleure santé pour notre jeunesse. Ah oui, donc adapté aux résultats. Exactement. De Voilà. Ah ben ça va, Exactement. merci. Ouais. Pas d'autres questions sur ces propositions, donc il reste un événement incontournable, le 99-21. Pas de questions. Souhaitez-vous un vote particulier sur l'une ou l'autre de ces subventions? Vote global. Vont les votes. Fermeture des votes. Unanimité, merci. C'est ainsi que se termine la séance publique de notre Conseil. Merci au public d'avoir participé. Et aux internautes.